C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, volontairement décalé de l'actualité du jour, consacré à ces vagues de licenciements liées à l'intelligence artificielle. 14 000 postes annoncés chez Amazon, 15 000 chez Microsoft. Les exemples se multiplient aux États-Unis, mais il y a aussi des cas en France. Quels métiers sont les plus menacés? Pourquoi la génération qui arrive sur le marché du travail en souffre particulièrement? Avant d'en débattre, première réponse en images, sujet signé Cécile Sixou. I think you're extremely boring. Une intelligence artificielle pour créer un jeu vidéo. Dans cette école où l'on forme de futurs développeurs, l'IA fait désormais partie des études, ce qui suscite l'appréhension de ces artistes sur le futur de leur métier. J'ai énormément peur que ça nous remplace parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Là où avant on payait un concept artiste, on le faisait manger, on lui donnait du travail, et aujourd'hui on va payer ChatGPT qui va nous faire une image générée aléatoirement. Graphistes, maquettistes, rédacteurs, traducteurs, comptables, caissiers, des dizaines de métiers sont déjà menacés de disparition par l'IA, avec en tête les opérateurs de saisie. Et depuis l'apparition de cette nouvelle technologie, les entreprises licencient. 600 postes chez Téléperformance, 14 000 chez Amazon, 19 000 chez Microsoft. Au total, 46% d'entre elles se disent avoir déjà réduit leurs effectifs et 54% prévoient de moins embaucher dans les 5 prochaines années. Beaucoup d'entreprises qui l'utilisaient déjà dans les phénomènes d'optimisation industrielle, etc., l'ont aussi utilisé maintenant sur des tâches plus complexes, et en particulier sur des tâches que l'on pensait réservées aux humains, c'est-à-dire effectivement des tâches d'analyse, des tâches de rédaction, des tâches de traduction. Donc effectivement, on voit une première vague dans ces domaines. Mais une seconde vague pourrait révolutionner plus encore le monde du travail. Dans 10 ans, l'évolution de l'IA pourrait impacter cette fois des emplois encore épargnés, comme les métiers manuels. Avec la robotique, qui est la prochaine étape du développement de l'IA, donc l'idée suivant laquelle les métiers manuels, les métiers effectivement physiques, pourraient être durablement épargnés, c'est faux. Je pense que, on aura un mélange d'activités avec des systèmes d'IA et de robots et effectivement des humains. À l'avenir, il faudra repenser les manières de travailler et le monde de l'entreprise, mais pas seulement. L'IA va aussi créer de nouveaux métiers et faire évoluer positivement certains secteurs comme la médecine ou encore l'énergie. L'enjeu pour les générations futures sera donc d'apprendre à utiliser ces outils, les maîtriser sans se faire dépasser. Et on se demande si l'intelligence artificielle est en train de nous mettre au chômage. On en débat avec Céline Antonin. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes économiste, professeur affilié à Sciences Po, chercheur à l'OFCE, chercheur associé au Collège de France. Et vous avez publié avec Philippe Aghion et Simon Bunel Le pouvoir de la destruction créatrice. C'est aux éditions Odile Jacob. Bruno Lussato, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes ambassadeur du plan national Oser l'IA, fondateur de Eliosior IA. C'est un cabinet de conseil et de formation en intelligence artificielle. Olivier Lewancy, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, ancien conseiller industrie énergie de François Hollande à l'Élysée, et vous publiez Réindustrialiser le défi d'une génération. C'est aux éditions Les Déviations. Et Anne-Charlène Bézina, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Est-ce que Céline Antonin, on est avec cette IA dernière génération, l'IA générative, en présence de cette destruction créative dont vous parlez? Alors, c'est vrai que c'est une manifestation avec l'intelligence artificielle, une nouvelle révolution industrielle qui intervient. Enfin, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et donc, effectivement, comme dans chaque révolution industrielle, vous avez potentiellement des nouveaux emplois qui vont être créés, des emplois qui vont être détruits, et effectivement une transition aussi à gérer entre les deux périodes. Alors, c'est vrai que ce qui est différent de ce qu'on a pu observer par le passé, c'est que cette fois-là, les choses vont très vite. On l'a vu avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative qui intervient en 2022, et on voit que déjà on a des impacts dans l'entreprise, donc des salariés qui s'en emparent, des entreprises qui commencent à s'emparer aussi de cette intelligence générative. Donc je dirais que la différence, c'est que là où la deuxième révolution industrielle, ça a pris 50 ans pour voir les effets de l'électricité, là, on va très vite. Et donc, c'est aussi une différence avec la révolution de l'IA. Donc, beaucoup de potentialités, mais également des menaces. Et des menaces qu'il va falloir bien gérer, notamment pour les politiques. Et d'ores et déjà, des plans de licenciement qui sont annoncés. Bruno Lussato, Amazon, Microsoft, Accenture qui annoncent 15, 12 000, 14 000 suppressions. Est-ce que c'est seulement lié à l'intelligence artificielle ou est-ce que l'intelligence artificielle, elle sert aussi un peu de prétexte ?
Peut-être un peu des deux, je ne sais pas. Sûrement. En fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'intelligence artificielle permet des gains de productivité énormes pour les entreprises. En fait, il est vraiment possible avec l'intelligence artificielle d'aller chercher pour chaque salarié 1 à 2 heures de tâches répétitives, chronophages. On en a tous dans nos métiers au quotidien, des tâches vraiment redondantes. Et en fait, ce temps, elle est déporté sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus créatives. Oui, alors là, pour ceux qui ont été licenciés, c'est même plus ça. C'est leur job et il est tout simplement supprimé à l'américaine en plus. Hein. Complètement. Alors là, un mail et c'est le jour au lendemain, quoi. Alors là, on peut vraiment imaginer que c'est potentiellement un prétexte, parce que quand on voit le timing, ça fait quand même penser un petit peu à un prétexte, à mon sens. On peut en débattre. Dans le monde de l'industrie, Olivier Loincy, on parle d'industrie 4.0. Alors moi, j'étais un peu resté à 2.0, donc je fais exprès de dire ça. Mais c'est quoi l'industrie 4.0 ? Bon, en fait, l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, c'est un terme marketing qui englobe beaucoup de choses. Il englobe effectivement l'intelligence artificielle générative, qui est la dernière génération qui vient d'arriver. Dans le monde industriel, on met sous ce terme-là de la robotique, du big data, du machine learning, des choses comme ça, qui sont des briques technologiques qui existaient déjà depuis quelques années, voire certaines une ou 2 décennies, et qui sont encore en train de se déployer. Alors, le phénomène que vous décrivez pour moi, dans le monde de l'industrie, sur la partie production, il va avoir un effet, mais il y a déjà tellement de choses à faire avec des briques technologiques qui sont connues, dont on connaît le coût, dont on connaît le retour sur investissement, que sur la partie production, les premiers investissements qui sont faits, ils ne sont pas dans l'IA générative. Ils sont sur des briques technologiques qu'on connaissait déjà. D'accord. C'est l'industrie 4.0. Okay. Là où il y a une rupture très forte, c'est dans tout ce qui est conception. Conception de nouveaux produits, conception de nouvelles usines, parce que cette technologie-là permet d'agglomérer des informations qu'on ne savait pas agglomérer auparavant. Quel est l'impact environnemental ? Je vais choisir une technologie, quel est l'impact en termes de sécurité d'approvisionnement des matières premières ? Toute cette agglomération de données qui se fait au moment de la conception, là, l'IA générative est en train véritablement de faire une percée, moins sur le cas de la production, même s'il y a quelques cas d'usage. Et alors, dans ce cas précis, donc, on conçoit par exemple une nouvelle usine, et là, on va beaucoup utiliser l'IA générative. Il y a aussi des métiers, alors on va essayer d'être équilibré. Il y a des métiers qui se créent, il y a des métiers qui se transforment, et il y a des métiers qu'on supprime. Là, je suis plutôt sur le négatif pour commencer. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître sur cette partie particulière quand on est en train de, puisqu'on parle de réindustrialisation, d'imaginer les industries de demain ? Aujourd'hui, en tous les cas, ce que je constate, c'est que les métiers qui sont les plus chamboulés ne sont pas ceux-là. D'accord. Je pense que c'est un effet de communication très fort, d'influence très fort. Les métiers qui sont les premiers touchés, c'est des métiers de col blanc, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des comptables, c'est des juristes. Ça fait partie de ces métiers qui ont accès à l'influence globale sur la société, et donc on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a un biais qui est lié à ça. Bon. Et puis le deuxième élément, c'est que les révolutions technologiques, vous en avez parlé, dans l'industrie, on en a une tous les 10 ans. Oui. Et donc le tissu industriel a l'habitude d'absorber ce type de révolution. Okay. Certes, il y a un peu d'anxiété, mais encore une fois, on a eu la robotique, on a eu l'informatisation, tu remontes plus loin, on a eu l'électrification. Ouais. C'est un milieu qui sait absorber ce choc de technologie. On prend l'avis d'un DRH dans une minute, mais vous vouliez intervenir. Oui, non, c'était pour abonder dans ce sens, parce que c'est vrai que, notamment, moi, il me semble que dans l'industrie, on a déjà eu la robotisation on parlait des usines sans ouvriers, sans salariés, presque. Donc, c'est vrai qu'on a déjà eu des grands chocs dans l'industrie. Donc, pour moi, le grand choc aujourd'hui et le choc avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment ces emplois de col blanc dans le marketing, dans la communication, les emplois intermédiaires, et qui sont ceux qui sont le plus touchés et qui sont ceux qui, jusqu'à présent, avaient été quand même beaucoup épargnés, disons, par les précédentes révolutions technologiques. Donc c'est ça le changement de paradigme. Ouais, alors regardez cette étude menée auprès de 2000 cadres dirigeants dans 13 pays. 46% de ces cadres dirigeants, presque 1 sur 2, disent avoir déjà réduit leurs effectifs à cause de l'intelligence artificielle. Puis alors s'ils se projettent, ces dirigeants, ils sont encore un peu plus nombreux. 54% prévoient d'employer moins de personnes dans les 5 prochaines années. Alors on est en duplex comme promis avec
Anthony Contat, qui est membre du bureau national de l'Association nationale des DRH, et vous êtes notamment en charge de la DRH et d'autres missions DSI, amélioration continue, sécurité, RSE, ça fait beaucoup, pour le groupe Actid. Est-ce que c'est peut-être impossible de répondre à la question? Merci d'avoir accepté notre invitation, Anthony Contat. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'emplois qui sont menacés en France dans les 5 prochaines années? 54% des cadres dirigeants disent on va employer moins de personnes. Non, c'est difficile en fait de chiffrer. En revanche, on peut regarder plutôt ce qui s'est passé là dans les 2 dernières années, plutôt la chute en pointe sur certaines offres d'emploi. Et donc, je rejoins ce qui était dit avant. Moi, je suis DRH dans l'industrie. On ne le rencontre pas du tout, en fait, dans le secteur industriel. En revanche, il y a quand même, sur certains métiers qui sont d'ailleurs plutôt des métiers sectoriels, parfois, on va avoir la tech, la finance, effectivement, le juridique qui sont particulièrement touchés. Et là, on a des chutes de quasiment 30 points sur les offres d'emploi depuis janvier 2024. Donc ça, c'est Randstad qui a publié, par exemple, cette étude il y a assez peu de temps. Et on a aussi ensuite des métiers, on a parlé de la comptabilité, mais il y a aussi tous les métiers un peu administratifs quand même qui sont touchés, avec beaucoup moins, tout ce qui va être un peu les métiers en porte d'entrée, voilà, secrétariat administratif, assistant administratif, là ils sont particulièrement touchés, vraiment des métiers qui sont touchés. Ouais. Pourquoi c'est difficile de quantifier, Céline Antonin? Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'avec l'émergence de l'IA, on est en plus... il y a une évolution très rapide, c'est-à-dire que comme je disais, on a l'émergence, on l'a vu avec ChatGPT, on a l'émergence très rapide de cette IA générative, et en fait les économistes raisonnent de deux façons. Il y a soit des études qui se fondent sur le passé, sachant qu'on a en fait très peu de données puisque c'est quand même un phénomène très récent. Alors il y en a quelques-unes qui disent que globalement les impacts sont en fait moins négatifs que ce qu'on avait escompté. Mais alors c'est souvent à l'échelle d'une entreprise, donc ça reste quand même très limité dans un secteur particulier, et surtout on a vraiment cette non-profondeur des données qui rend toute analyse très difficile. Vous pouvez regarder 2-3 ans, donc c'est très limité. Et il y a un autre type d'étude qui est de regarder, d'essayer de faire de la prospective. Et alors ça, c'est quand même assez compliqué parce que là, il faut imaginer tout ce que l'IA peut potentiellement remplacer. Et là, en général, les économistes raisonnent en tâches. Ils essayent de savoir quelles sont les tâches potentiellement remplaçables. Et donc, un emploi, c'est une somme de tâches. Et on va dire un emploi, si vous avez, par exemple, la moitié des tâches qui sont automatisables, mais une autre moitié qui n'est pas du tout automatisable, alors l'emploi, par exemple, ne va pas être remplacé. Par contre, si vous avez une majorité de tâches qui sont remplaçables, l'emploi risque d'être remplacé. Et en fait, les études, on va dire, de l'OCDE, du FMI, c'est beaucoup dans ce sens qu'elles vont, et elles essayent de voir justement en termes de tâches. Et globalement, on a plutôt des résultats un peu rassurants qui sont de dire qu'il y a plus d'emplois qui sont à potentiel d'augmentation, c'est-à-dire où l'IA va devenir complémentaire, va permettre d'être plus productif sur certaines tâches et donc de se reporter sur les tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que du remplacement pur et simple. Mais c'est pas négligeable non plus. Il y a vraiment des emplois, comme on disait, qui vont potentiellement être remplacés. Mais nous, on est un peu dans cette difficulté qui est que le temps d'observation est très court et faire arriver à... on n'est pas Madame Irma non plus. Non, c'est bien de le dire, de ne pas annoncer un chiffre juste pour avoir un chiffre qui claque. Je pense qu'il faut rester très modeste. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans ces études, vous avez en fait des économistes qui demandent aussi à ChatGPT, à votre avis, quelles sont les tâches susceptibles d'être remplacées. Il y a toujours cette mise en abîme avec l'IA générative. Voilà. Allez-y, je vous donne la parole juste après Anne-Charline, mais allez-y, Bruno. Oui, ce qui n'est pas évident, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que les intelligences artificielles génératives elles-mêmes évoluent très vite. Justement. Ouais. Aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes outils d'intelligence artificielle générative qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. Ouais. Et en parallèle de ça, les métiers évoluent. En fait, on se rend compte que de plus en plus, tous les jobs reviennent à être, d'une certaine manière, des managers. Tout le monde va finir par manager des intelligences artificielles, potentiellement, auxquelles ils vont déléguer leurs tâches les plus répétitives. L'organisation, il n'y a que des managers, mais on peut en débattre. Hein. On peut en débattre, mais finalement, nos tâches les plus répétitives, nos métiers, on peut les décomposer en tâches. On a tous des tâches qui sont pas passionnantes dans nos métiers. Si on peut s'en débarrasser ou y passer le moins de temps possible, on sera ravis. C'est ce que vous conseillez, en fait, ce que vous mettez en place, vous, dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Absolument. On cherche à décomposer les métiers en un ensemble de tâches. Et en face de chaque tâche, on va chercher à mettre des intelligences artificielles qui vont pouvoir automatiser les tâches les plus répétitives qui cherchent à traiter le plus de volume de données.
globalement. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir? Oui, je me demandais quelle était la proportion, parce qu'on a parlé du juridique, mais je ne vais pas déflorer évidemment. Non, c'est le thème de votre éditorial. Évidemment, c'est un teasing, au contraire. Je me demandais quelle était la part du retard dans le temps dû à des réticences éthiques. Moi, il me semble qu'on est quand même un petit peu le peuple qui, de cet attachement à l'écrit, aux lumières, etc., en tout cas au moins pour le milieu du juridique, a, je cite des données qui ont été publiées par LexisNexis sur une étude l'IA en France dans les milieux juridiques, 85% des professionnels qui se disent réticents eu égard à l'absence d'encadrement. Est-ce que ça aussi, ça ne retarde pas un petit peu la révolution robotique, on va dire, de certaines professions? C'est pas qui veut répondre, peut-être Céline. Non, mais certainement. Et alors, c'est vrai qu'il y a l'IA Act. Enfin, il y a effectivement, on a, par rapport notamment aux États-Unis, pour qui, effectivement, l'exploitation des données est beaucoup plus facile, on a plus de réticence en Europe. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, il y a l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Alors après, il faut trouver un bon équilibre entre le fait de ne pas freiner la technique, la technologie et les avancées, et en même temps quand même la protection des données personnelles auxquelles on est attaché, et également la définition de la société qu'on veut, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des questions éthiques. Est-ce que vous avez envie d'être jugé par une IA? Est-ce que vous avez envie d'être soigné par une intelligence artificielle? Enfin, il y a vraiment des questions derrière de responsabilité, d'éthique, qu'il faut, à mon avis, pas négliger. Donc je pense qu'on a raison aussi d'être prudent, mais après, je vous dis, il faut trouver un bon équilibre aussi, parce que certains reprochent à la législation européenne de freiner sans doute les avancées aussi technologiques. Ça fait partie, en effet, des critiques qu'on fait à l'Union européenne en plein dans le Digital Services Act, et c'est vraiment le cœur d'une question de société, à mon avis. Il y a Anthony Contat qui voulait réagir en duplex, peut-être sur cette question, sur les freins que vous voyez en œuvre aujourd'hui au développement, à la mise en place de l'IA dans les entreprises. Alors, sur les freins, on a effectivement à la fois des freins qui peuvent être réglementaires ou juridiques, parce qu'on ne peut pas en fait faire évoluer comme ça en fait dans les entreprises tous les métiers. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Céline Antonin, en fait, l'IA, elle automatise les tâches, elle automatise pas les métiers en fait en réalité. Et donc, les emplois évoluent, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce sont les rôles en fait que les salariés en fait vont avoir qui évoluent. Mais l'un des freins aussi majeurs, il est sur le terrain du dialogue social, parce que ça fait quand même peur. Il faut pas minimiser la peur que ça peut générer en fait chez des salariés et globalement en fait dans une entreprise quand on parle en fait de l'arrivée en fait de l'IA ou d'outils qui risquent d'automatiser les tâches, même si on le présente évidemment comme une opportunité de faire, et vous l'avez dit tout à l'heure, de faire en fait plus de tâches à valeur ajoutée et enlever ce qui pourrait être moins intéressant. Il peut quand même y avoir une peur. Du coup, la peur, elle nous referme en réalité. Donc, la question du dialogue social et d'avancer en fait avec les partenaires sociaux ou les représentants du personnel dans les entreprises sur ces sujets-là, à mon sens, est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut avancer qu'ensemble. Est-ce qu'il y a quand même, si on reprend encore une fois l'exemple, Olivier Lemoincy, de l'industrie, où là on a beaucoup plus de recul, on parlait alors je ne sais pas si ça existe d'ailleurs quelque part sur la planète, mais de l'usine sans salariés, quoi, ou sans humains même. Est-ce que ça existe déjà? Parce que si la tendance c'est que pour produire le même nombre de machines, on a besoin de moins en moins d'humains, il y a quand même un moment où on sera tous plus ou moins au chômage. Oui, effectivement. D'abord, pour compléter les réponses, si on reprend un peu l'avantage de l'industrie, c'est qu'il y a eu déjà des révolutions technologiques importantes. Et si on prend les technologies de l'industrie 4.0, je me fais écho à ce qui vient d'être dit, l'un des facteurs limitants, c'était pas la disponibilité de la technologie, c'était pas le retour sur investissement, ça rapportait de l'argent à l'entreprise, c'est bel et bien la capacité de changement des organisations et donc la vitesse à laquelle on est capable de former les gens, éventuellement de se séparer de ceux qui ne seront pas capables de suivre, parce que ça existe aussi, il faut le dire. Donc en fait, et quand je vois la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle déboule dans un certain nombre de métiers, encore une fois, c'est pas tellement ceux de la production, je me dis que cet écart entre la capacité sociale de gérer et la vitesse de la technologie va créer une tension encore plus forte. Et il y en a des usines je reviens à votre question. Avec totalement robotisées. Aujourd'hui, on en parle. Il y en aurait en Chine. Je n'en ai pas visité pour ma part. En revanche, ce qui est à peu près clair et dont il faut se convaincre, c'est qu'aujourd'hui, sur ces technologies de production, on a 1 à 2 générations de retard par rapport à la Chine.
Donc, je reprends le terme que j'avais utilisé, mais qui a été repris par Louis Gallois. On est devenu un pays en voie de développement en termes de technologie. On a le même écart dans les technologies numériques par rapport aux États-Unis. Dans les technologies productives, c'est vis-à-vis de la Chine. Et donc, je ne peux pas vous dire si demain, ce modèle d'usine qu'on appelle noire, où il n'y a pas besoin de fenêtre parce qu'il n'y a pas d'humain dedans, va se développer. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire du transfert de technologie de la Chine vers l'Europe, parce que nous sommes ceux qui sommes en retard sur le sujet. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réessuyer les plâtres de ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas si l'usine noire va fonctionner ou pas, mais on va s'inspirer de ce qu'ils font pour le ramener en Europe, pour faire de la copie, exactement le mouvement inverse de ce qui s'était passé pendant les décennies précédentes. On faisait du transfert de technologie de l'Occident vers la Chine. Alors, il y a deux grands thèmes dont on va parler dans un instant. La génération Z, celle qui arrive là sur le marché de l'emploi, qui est peut-être, on verra bien, une génération sacrifiée. J'espère qu'on n'en est pas là. Ça, c'est le thème de la chronique de Steve Jourdain. On y vient dans un instant. Il y a l'éditorial d'Anne Charlène qui portera sur les métiers du juridique. J'ai entendu 2 fois nous dire qu'ils étaient particulièrement touchés. On verra si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, quand même, je voudrais équilibrer. Il y a aussi des emplois créés avec des investissements assez lourds autour de l'IA générative. Un exemple, ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Google a annoncé plus de 5,5 milliards d'euros d'investissement d'ici 2029 dans l'avenir numérique du pays. On écoute le directeur de Google Allemagne. L'effet multiplicateur macroéconomique de ces investissements sera substantiel. Nous supposons que nos investissements permettront de créer environ 9000 emplois en Allemagne chaque année. Bruno Lussato, on parle de quel type d'emploi? Parce que là, il y a peut-être des téléspectateurs, des téléspectatrices qui disent « pour mon fils, mon petit-fils, vers quoi il faut qu'il s'oriente ?» Donc on parle de quel type d'emploi? Les emplois créés par l'intelligence artificielle, le business autour de l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'emplois qui sont générés par l'intelligence artificielle générative. Pour vous en citer quelques-uns, on parlait d'éthique, éthicien de l'intelligence artificielle. Éthicien? Et oui, je ne connaissais même pas le terme. C'est un type de métier qui arrive parce que l'intelligence artificielle générative peut poser tout un ensemble de questionnements éthiques en lien avec les AI Act d'ailleurs. Et donc du coup, c'est un type de métier qui est en train d'apparaître dans les entreprises. Des prompt ingénieurs. Les prompt ingénieurs, donc c'est un ingénieur qui va savoir discuter avec la machine, c'est ça? C'est un ingénieur dont l'expertise, c'est de bien parler à la machine. On a également des métiers qui touchent à la qualité de la donnée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça reste quand même la qualité de la donnée. C'est ça qui fait qu'on a des intelligences artificielles génératives qui produisent des bons résultats. Et du coup, on a des métiers autour de la qualité de la donnée, etc. etc. Donc on a tout un ensemble de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver dans l'économie. Avec cette question d'Andrea Villefranche-sur-Ouergue, question pour Anthony Conta, puisque c'est une bonne question pour un DRH. Est-ce que ça ne va pas juste faire baisser les salaires parce que l'IA fait tout plus vite et moins cher? À votre avis, Anthony Conta? Donc, une autre peur que peuvent avoir effectivement les salariés. Alors, fort heureusement, on est protégé sur ce terrain-là. Et comme on parle en fait plutôt de tâches ou d'activités en fait à valeur ajoutée, au contraire, et d'ailleurs on le voit aussi avec les nouvelles générations qu'on a par exemple en recrutement, la négociation est plutôt à la hausse et à la valorisation en fait de ces fonctions-là. Donc, je ne crois pas que ça va faire baisser en fait les salaires. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Après, sur une petite remarque, quand même sur aussi la question des nouveaux métiers, il y a quand même des secteurs dont on n'a pas parlé qui sont pas du tout concernés, ou en tout cas on voit au contraire des offres d'emploi en hausse. C'est le secteur de la santé. On n'en a pas parlé, mais là c'est quand même important. Tout ce qui va être en fait accompagnement, soit santé, soit médico-social, de par le vieillissement de la population, on a quand même beaucoup moins ce phénomène-là. Oui, mais alors si je prends les radiologues, par exemple, l'œil robotique, il est quand même plus précis et pointu que l'œil humain. Quand il y a de la technologie, oui, mais quand on est sur de l'accompagnement en fait de la personne, pour l'instant, on ne constate pas du tout de changement, et au contraire, il y a plutôt des ressources qui manquent en termes de ressources humaines. Question de Nathan qui nous écrit de Naros. Si mon futur job est à 95% automatisable, est-ce que ça vaut encore la peine de m'y former? Merci de cette question. Ça m'offre une transition pour parler de la génération Z qui arrive sur le marché du travail avec Steve Jourdain tout de suite. Rebonsoir Steve. Alors bonsoir. Déjà, on va rappeler la génération Z. On est à quelle période? Alors oui, effectivement. On est quand? Génération Z, c'est les personnes qui sont nées entre 97 et 2012.
ce qui fait leur spécificité, Thomas, comme groupe social, c'est qu'elles ont grandi dans une société déjà équipée d'Internet, des téléphones mobiles et des réseaux sociaux, avec la génération des millennials. Vous savez ce que c'est? C'est la génération... un tout petit peu avant. Entre les années 80 et le milieu des années 90, la Gen Z et les millennials représenteront 2/3 de la population active dans les années qui viennent. Autant dire que c'est une force de travail déterminante pour l'avenir de notre économie, Thomas. Et qui donc aura peut-être plus de mal que d'autres à trouver du travail? C'est en tout cas ce que montrent les premières enquêtes sur la question. Randstad a mené une grande étude dans 15 pays. On va voir le résultat qui a été publié par nos confrères des Échos. Les offres d'emploi pour les débutants ont perdu 29 points depuis janvier 2024. Ça concerne principalement les secteurs de la tech et de la finance. Autre étude inquiétante, Thomas, elle a été réalisée par des chercheurs de Stanford. Elle montre que depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l'emploi des 22-25 ans s'est effondré dans les métiers exposés à l'intelligence artificielle, moins 6% en valeur absolue. Parmi les métiers cités par cette étude, on pense aux développeurs ou encore aux spécialistes du service client, des professions en passe d'être totalement remplacées par des chatbots. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance lourde de l'économie? Les investissements dans le secteur devraient encore accélérer cette précarisation. Effectivement, en France, 43% des dirigeants d'entreprises reconnaissent que l'IA permet de réduire les effectifs et la moitié des grandes entreprises auraient déjà réduit leur poste d'entrée de carrière. On parle de métiers, Thomas, ou de tâches peu ou pas qualifiées, qui étaient auparavant, par exemple, confiées à des stagiaires. C'est souvent comme ça qu'on apprend le job, qu'on est formé. Tout ça, c'est probablement terminé. Selon une autre étude réalisée pour la plateforme Indeed, un employeur français sur 2 juge aujourd'hui plus simple de former une IA que d'embaucher un jeune diplômé. Le paradoxe dans tout ça, Thomas, c'est que ce sont souvent les plus jeunes qui maîtrisent le mieux ces nouvelles technologies. Bah oui, ils sont nés dedans, donc ils les maîtrisent mieux que nous, en tout cas que moi. Ça, que moi aussi, bon, merci Steve. À très vite sur ce plateau. Alors, est-ce que vous parlez les uns les autres, je vous posais un peu la même question, je commence avec vous, Céline Antonin, de génération sacrifiée, ou est-ce que le mot est quand même un peu exagéré? Je pense que le mot est un peu exagéré, mais il est vrai que dans les études très récentes, et il y en a une qui, justement, je pense que c'est celle que citait votre collègue, c'est donc Brynjolfsson et ses co-auteurs qui ont montré qu'effectivement, sur les 22-25 ans, on avait un impact effectivement à la baisse sur les offres d'emploi, et donc on voyait que c'était cette génération-là qui semblait être la première à subir un impact négatif sur l'emploi. Et alors effectivement, sur les développeurs informatiques, c'était une baisse quand même de 20% justement des offres d'emploi. Alors, et d'ailleurs, c'est assez, enfin c'est amusant, non, c'est paradoxal, mais leur étude s'appelle des canaris dans la mine de charbon. C'est-à-dire que c'est comme les canaris qu'on observe dans une mine de charbon, c'est-à-dire qu'ils chantent pour annoncer qu'il va y avoir une explosion qui se produit. Donc peut-être que les jeunes seraient un peu, si vous voulez, les précurseurs de ce qui peut se passer sur le marché de l'emploi. C'est un peu ce qu'ils ont l'air de dire dans leur étude, de dire attention, parce que peut-être que ce qu'ils sont en train de vivre, ça va se diffuser à d'autres parties de la population. Disons que moi, je pense que ce qui peut interroger, alors c'est vrai que de là, en inférer, comme je vous disais, c'est quand même des études qui portent sur, enfin, c'est pour l'instant, on est à des stades très préliminaires. Donc, mais peut-être que ce qui peut nous poser question, c'est se dire, effectivement, en termes de formation, déjà, ça pose la question de la manière dont il faut repenser la formation pour les jeunes. Et par ailleurs, c'est l'acquisition des compétences, et je pense que vous allez en parler, en matière juridique notamment. C'est vrai que ça pose toute la question de l'entrée, donc du moment où on arrive à acquérir des qualités professionnelles. Et donc, enfin voilà. Et donc, si on n'a plus cette étape-là, comment on fait pour s'intégrer ensuite sur un travail? On va parler des métiers du droit dans un instant avec Anne-Charlotte, mais effectivement, enfin, je sais pas vous, mais on est tous. Moi, j'ai commencé par un stage en entreprise et c'est normal de commencer. Et je suis sorti de l'école de journalisme. Bon, bah, je savais faire mon métier, on va dire comme ça. Oui, puis c'est normal de faire des choses. Et heureusement que j'ai eu un stage à TF1 en l'occurrence pour démarrer. Enfin bref, je sais pas qui veut répondre. Peut-être, allez-y, vous me faites signe. Donc allez-y, Bruno Sato. Mais oui, non, en fait, si on supprime les stages, c'est quand même un vrai souci. C'est hyper intéressant comme sujet, et je me permets de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Pour citer une autre étude, une étude qui a été menée par BCG et ChatGPT et OpenAI. BCG, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Group. Voilà, exactement. Et en fait, dans cette étude, ils ont identifié qu'un jeune consultant qui arrive au BCG, qui va utiliser l'intelligence artificielle générative, va être à un niveau meilleur qu'un partenaire. Donc il va pouvoir progresser plus vite dans la hiérarchie. Ça peut inverser le paradigme du sujet. Potentiellement, on peut aussi avoir des juniors très performants, parce que parfois les juniors maîtrisent mieux l'intelligence artificielle générative. Quand même.
Moi, j'essaye d'équilibrer. Je suis d'accord avec vous. Mais... parce que moi, je trouve qu'il y a un paradoxe. Là, on a une génération qui maîtrise l'IA et on l'embauche plus. Mais je pense que c'est très difficile pour quiconque de prévoir comment les choses vont évoluer, sincèrement. Parce que moi, je vois quand je fais des formations dans des entreprises, aujourd'hui, ceux qui touchent le mieux aux outils d'intelligence artificielle générative, c'est les jeunes. Et d'un autre côté, on dit que c'est aussi eux qu'on va le moins embaucher. Donc, qu'est-ce qui va prendre le dessus ? Le fait qu'ils maîtrisent le mieux les outils ou le fait qu'on veut moins les embaucher ? C'est dur de savoir. Je ne sais pas. Il y a cette étude, on a cité un certain nombre de métiers, mais étude menée par un site de création, site français, de création de CV et de lettres de motivation, qui nous donne la liste des 10 métiers les plus menacés en France d'ici 2030. Alors, on va un peu se répéter, mais on va aller voir. Opérateur de saisie, back-office, alors là, c'est 95%. Ensuite, caissier, hôte de caisse, employé administratif, secrétaire, on l'a évoqué tout à l'heure. Les guichetiers bancaires, les comptables ou aides-comptables, téléconseillers standardistes, ouvriers d'assemblage, chauffeur, livreur, rédacteur, traducteur. Rédacteur, ça c'est pour nous les journalistes. Graphiste, maquettiste. D'ailleurs, merci aux graphistes qui participent à notre émission tous les jours et qui a fait cette étude qui nous dit que les graphistes font partie des métiers menacés. Olivier Loincy, à quoi ça sert de faire des études d'experts comptables si on nous dit là qu'il y a 80% des comptables ou des aides comptables qui vont disparaître, quoi. Alors, je ne suis pas expert comptable, donc je vais pas répondre là-dessus. Je sais bien, mais ça pose une question de société. C'est une vraie question de société. Encore une fois, je reprends l'historique qui s'est déjà passé parce que ces révolutions technologiques, on en a déjà connu notamment dans l'outil productif. Toute technologie a sa limite. Et donc, il y a un moment donné où il faut être capable d'interpréter la limite de l'outil. Et là, il y a de l'expérience qui compte. Le jeune, alors j'ai fait du conseil, je ne prétends pas être expert en conseil, mais le jeune qui arrive, qui utilise ChatGPT et qui serait meilleur qu'un partenaire, ça me heurte un petit peu dans mon expérience parce que c'est pas la capacité à collecter de l'information ou à la synthétiser qui caractérise quelqu'un d'expérimenté. C'est de connaître la limite et comment je l'interprète. Et ça, pour moi, ça reste de la qualité humaine qu'on aura du mal à faire remplacer par une technologie. Là où il y a un vrai risque, c'est qu'il y a toute une série de métiers dont les pyramides sont faites exactement comme des pyramides des âges et des expériences sont exactement faites comme vous l'avez décrit. On rentre stagiaire, on commence à se dégrossir et doucement cette capacité à comprendre la limite de l'environnement technologique dans lequel on est, la manière de l'interpréter, de l'utiliser, mais de temps en temps de s'en méfier, on l'acquiert par l'expérience. Et donc si au départ on n'a plus de personnes, que ce soit des jeunes juristes, des jeunes journalistes ou des jeunes comptables, comment est-ce qu'on va former ce que je vais appeler les seniors, c'est-à-dire les personnes expérimentées qui vont savoir trouver le mot juste, le bon raisonnement juridique qui est très très fin, etc., etc. Là, ces métiers, à mon avis, ont une véritable interrogation sur leur pérennité et comment ils vont sélectionner ceux qui vont les diriger, ceux qui vont être les faiseurs d'opinion et ceux qui vont percer dans les années à venir. Là, il y a une véritable interrogation. Céline, Antonin. Oui, donc d'où la question cruciale pour moi de la formation. Et je pense que ce dont Alors, il y a une question là-dessus, mais allez-y, je vous laisse répondre. Imran de Colombes qui nous dit, est-ce que les universités, les écoles en règle générale prennent en compte ce changement ? Justement, et je pense que c'est là qu'il y a un vrai défi, c'est qu'aujourd'hui, il faut des formations, par exemple IA et droit, IA et santé, IA et philosophie. Et je veux dire, il faut vraiment que l'IA irrigue en fait toutes les formations et toutes les professions. Et sans doute, ce qui n'est pas encore assez le cas, ça ne doit pas être cantonné uniquement au métier de l'informatique. Il faut vraiment que ça irrigue l'ensemble des professions, puisqu'on voit bien que ça va irriguer l'ensemble des métiers. Et justement, ce qui risque de se passer, c'est que les jeunes vont pâtir de ça, de cette non-formation, parce que ça va très vite et que s'il y a un décalage entre leur formation initiale et ce à quoi ils sont confrontés sur le marché du travail, c'est là qu'il peut y avoir de la casse en fait à leur niveau. Mais là, il faut effectivement à ce niveau-là évoluer très très rapidement en matière de formation, parce que pour l'instant, on n'est pas au point. Il faut aussi qu'on apprenne, alors je me mets dedans, à ne pas s'en servir pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire l'utiliser à bon escient. N'oublions jamais que l'IA, c'est des serveurs, c'est des data centers, ça tourne, ça consomme énormément d'électricité, ça consomme de l'eau, etc., etc. Enfin, c'est pas une nouvelle économie neutre en carbone. Et d'ailleurs, même dans la formation, ça doit pas être, je veux dire, l'alpha et l'oméga de tout. Il faut quand même continuer à maîtriser les savoirs fondamentaux. Tout le monde veut prendre la parole. Anthony Conta pour commencer, ensuite Bruno Le Sato, je reviens vers vous, et après, comme promis, la chronique sur les métiers du droit. Anthony Conta, allez-y. Oui, merci. Je voulais rebondir sur la question en fait des jeunes actifs et de la formation. Il y a effectivement il faut que les universités, les écoles modifient en fait leur programme, comme Céline Antonin vient de le dire. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité des entreprises et clairement en fait aussi des DRH de faire attention en fait à ce que repenser un peu le modèle d'apprentissage, repenser en fait la formation aussi au sein des entreprises et maintenir quand même l'entreprise comme
comme un sas d'apprentissage au sein en fait d'une organisation. Parce que ce qui est très important, vous avez cité une étude de Stanford, cette étude elle dit aussi que pourquoi en fait c'est les jeunes actifs qui sont particulièrement en fait touchés, parce qu'en fait tout ce qui va être de l'expérience en fait tout est tacite et en fait l'IA n'arrive pas bien en fait à le retranscrire, d'où la nécessité en fait de continuer à échanger en fait entre humains au sein d'une organisation, et ça en fait je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise. Effectivement. Bruno Lusato. Oui, voilà, je reprends juste ma casquette d'ambassadeur du plan national des l'IA, parce qu'en fait, c'est justement l'objectif du plan. En fait, l'objectif de ce plan, c'est que d'ici 2030, 80% des PME aient adopté l'intelligence artificielle générative et 100% des grands groupes. Et l'un des gros pans de ce plan, c'est évidemment la formation, en fait. C'est d'accompagner d'apprendre à s'en servir dans ce chemin-là. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de constitutionnaliste dans la liste des métiers les plus menacés par l'intelligence artificielle, Anne-Charlène, mais quand même, vous êtes concentré sur les métiers du droit. Dites-nous tout. En effet, je me suis posé la question de savoir si j'allais ou non être substituée par un robot. Et c'est bon, voilà, ça n'a pas été un moment forcément très agréable. Mais je confesse que les chiffres m'ont rassurée, puisqu'à regarder 2 études au moins, l'étude IA en France de LexisNexis et celle du rapport Wolters & Kluwer des avocats juristes, je me suis rendu compte que en fait j'étais assez représentative de ce qui se passe dans la plupart des cabinets d'avocats, c'est-à-dire on l'utilise, 92% des professionnels qui disent donc l'utiliser, mais 19% qui savent l'utiliser réellement. Donc voilà, toujours cette carence de formation et puis quand même un vrai souci d'adaptation. Alors je crois qu'il existe en effet des freins assez naturels qui freinent la rencontre en fait entre le droit et l'intelligence artificielle, et le premier me semble être la méfiance. Précisément parce que les juristes connaissent le droit, ils veulent enfermer les intelligences artificielles dans le droit. Donc on développe de nouvelles branches du droit avec du droit de l'algorithme, du droit des données personnelles, et donc de ce fait on est sans arrêt dans la préoccupation de l'encadrement, donc on la retarde dans son avancée. Ensuite, il me semble qu'il y a un autre frein qui est cette idée, en tout cas historique, 19e siècle, d'encadrer les professions du droit et donc ceux qui créent du droit, même les intelligences artificielles créent du droit lorsqu'elles décident en matière judiciaire, eh bien dans des professions réglementées. Vous le savez, casier judiciaire vierge, les notaires, les greffiers, les avocats, les juges sont des professions réglementées. Et donc de ce fait, l'idée d'avoir tout d'un coup des robots sans contrôle qui ne passent pas par toutes ces parties-là, notamment avec des garanties de probité, on va le voir parce que les biais comptent dans les algorithmes, eh bien tout ça pose donc des problèmes aux professions judiciaires. Donc le robot fonctionnaire de police, on l'a pas encore, le robot avocat et juge, je crois qu'on n'est pas près de le voir, mais je dois confesser que l'IA bouscule quand même très largement le droit. Oui, c'est les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Comment l'IA est en train de bousculer les métiers du droit? Alors d'abord avec des errements que je vais lister, et d'abord à propos des IA prédictives qu'on nous a beaucoup vendues notamment aux États-Unis, avec des IA qui ingurgitent de la jurisprudence, donc des décisions prises par les juges, et qui prétendent ensuite pouvoir prédire. Alors, certaines IA sont vraiment performantes. On dit qu'elles peuvent identifier jusqu'à 80% des données d'une affaire, mais on s'est rendu compte que justement les algorithmes avaient ensuite développé des biais anti-minorités ou en tout cas des éléments qui les influençaient dans leur prise de décision. Et de ce fait, on est revenu sur le contrôle de ces IA prédictives. Ensuite, toujours au titre des errements, difficile de connaître la subtilité du langage juridique, la nuance parfois entre 2 interprétations, si bien que l'IA a parfois tendance à créer des décisions là où elle voit un vide, précisément parce qu'elle ne fait pas la différence entre un juriste et un législateur. Et elle, quand elle voit un problème, eh bien, elle lui trouve une solution. Typiquement, je lui ai proposé de me faire la liste des critères d'entrée dans l'Union européenne. Elle me a donné aussi ceux pour rentrer dans l'Europe des droits de l'homme en se disant que ça irait beaucoup plus vite. Mais sauf que ça ne se passe pas comme ça entre États membres. Dans les apports, il y en a beaucoup, évidemment, sur toutes les tâches qu'on a justement identifiées comme étant chronophages, la recherche, la documentation. Et là, je pourrais citer avec toujours des très jolis noms, Doctrine.fr, LexBase, Genial AI, Ordali, qui sont donc à chaque fois des outils qui permettent de créer des résumés de jurisprudence, de faire connaître de la donnée et qui, de ce fait, se substituent un petit peu aux stagiaires de nos premières années de CRFPA, où précisément on apprend à trouver la bonne décision. On y revient. J'ai passé parfois des heures entières en bibliothèque pour trouver un grimoire de l'an 1000 que cette fois-ci, ChatGPT est capable de trouver en 2 minutes. Donc, alors en conclusion, qu'est-ce que il y a ça en conclusion, parce que je dirais, c'est que l'IA, déjà, elle apprend de ses erreurs, contrairement à beaucoup de mes étudiants. Donc, elle a une capacité à aller plus vite que nous qui peut être impressionnante. Néanmoins, il me semble que justement, elle peut aussi, dans le milieu du juridique, amener à cet humain augmenté, c'est-à-dire à donner ce que le juriste peut avoir de meilleur, réflexion, culture, expérience, etc. Là où l'IA, elle,
l'aidera à finalement seconder toutes ces parties de documentation. Et si on devait terminer par l'humour, je dirais, bref, j'ai demandé à ChatGPT si j'allais perdre mon travail, il m'a dit non, donc je suis tout à fait rassurée. Donc vous êtes sauvé. Allez, il nous reste, ça a fini à toute vitesse, il nous reste moins de 5 minutes. Je voudrais qu'on termine sur les métiers créatifs, les artistes. Écoutez cette directrice du centre de recherche d'une école de cinéma Shanghai-Vancouver. Voilà ce qu'elle nous dit sur l'utilisation de l'IA. C'est si accessible. Créer des séries avec de l'IA, cela réduit considérablement le coût de production et accélère tout le processus. Pour nous, l'IA fait partie intégrante de la chaîne de production, que ce soit pour le storyboard ou pour l'écriture. L'objectif est d'intégrer l'IA partout. Cela transformera profondément toute l'industrie. On peut obtenir beaucoup d'effets waouh, faire beaucoup de choses folles, surtout dans les mini-séries. L'IA permet beaucoup de choses fantastiques. J'en suis convaincu, c'est aussi un outil pour les créateurs de contenu, de vidéos, de musique, etc. Sauf qu'il y a quand même une question, vous voyez, les génériques des films américains qui sont ils vont être beaucoup moins longs. Oui. Mécaniquement, il y a eu une grève des scénaristes. On a recherché, des doubleurs également, les voix de doublage. Etc. On a recherché dans les archives, c'était il y a 2 ans, 148 jours de grève des scénaristes de Hollywood. Est-ce que vous diriez quand même, Céline Antonin, que ces métiers créatifs, ils sont en danger eux aussi? Est-ce que c'est déjà le cas? Oui, enfin, je pense qu'effectivement, sur les métiers créatifs, il y a effectivement un risque. Alors, d'autant que je vous dis, ce qui est compliqué, en plus, avec l'intelligence artificielle, c'est que, comme on l'a dit, elle évolue très rapidement. Oui. Donc, mais c'est le cas. Et moi, il y a un point sur lequel, justement, j'aimerais attirer l'attention, c'est la question des droits d'auteur. Mais oui. Parce que ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus dangereux. Oui. C'est qu'effectivement, on crée du contenu à partir de données dont on ne sait pas exactement toujours d'où elles proviennent. Et effectivement, c'est catastrophique pour les droits d'auteur. Et on sait déjà, avec les lois Adopi, etc., on sait déjà combien Internet a rendu quand même compliqué le fait de pouvoir rémunérer les artistes et les auteurs à leur juste valeur. Donc soyons très 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 prudents et très vigilants en ce qui concerne l'IA. Le patron de la plateforme Deezer, il disait la semaine dernière qu'il recevait 40 000 nouveaux titres 100% IA, 40 000 par jour. Wow. Bon. Pour les jeunes créateurs de musique qui essayent de faire de la musique à l'humaine, si j'ose dire, c'est quand même assez vertigineux. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ce que vous êtes en train d'imaginer, que ce soit estampillé? Moi, comme amateur de musique ou de film, je veux savoir si c'est un produit IA ou mais c'est une obligation. Dans le cadre, si je ne me trompe pas, dans le cadre de l'AI Act, je crois que d'ici cet été, ce sera une obligation. Alors, dès qu'un contenu est généré par de l'IA, pour l'instant, quand sur les réseaux, pour des raisons commerciales, mais je pense que c'est en train de se déployer. C'est en train de se déployer, mais à mon avis, cet été, je pense que ce sera une obligation. Mais c'est l'ordre des choses, et oui, c'est normal. Ouais. C'est normal parce que, en fait, finalement, dans l'art, on n'achète pas que le rendu, on achète aussi l'histoire. C'est quoi l'histoire, l'artiste derrière? Ouais. Donc, ouais, complètement. Bon, j'espère qu'on pourra écouter de la musique inventée par les humains, avec un bon vieux piano et ou un vinyle qui grince. Quoi. Je fais mon vieux encore. Oui, bon, merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. C'était vraiment passionnant. Je vais rappeler les titres de vos livres. Alors, Céline Antonin, Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est aux éditions Odile Jacob et Olivier Luanzi. Réindustrialiser le défi d'une génération, aux éditions Les Déviations. Merci à tous ici ou en duplex d'avoir participé à notre émission. Je vous dis à demain, 18h, 22h. On sera au Salon des maires pour parler notamment de l'engagement des jeunes maires. Notez que c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité d'Oriane Mancini demain matin. Belle soirée. Salut.